Ravi de vous savoir fidèle à l'entretien du jour sur SICA TV. Aujourd'hui, nous allons aborder une notion qui se développe de façon exponentielle en Occident, mais qui reste presque tabou en Afrique, en tout cas très peu connue, l'intelligence économique. Et pour en parler, j'ai sur ce plateau M. Aziz Da Silva. Il est consultant senior en stratégie et innovation technologie, également consultant en sécurité économique et protection du patrimoine. Monsieur Aziz Da Silva, bienvenue sur SICA TV. Bonjour. Alors, comment est-ce que vous définissez cette notion d'intelligence économique? Alors, nous allons la définir de deux façons, si vous le permettez. Une définition, on va dire, très simple, qui consiste à définir l'intelligence économique comme étant une discipline qui va permettre le contrôle, d'accord, et l'exploitation de l'information stratégique. Mais en réalité, qu'est-ce que tout cela veut dire? Ça veut simplement dire qu'il va falloir identifier l'information stratégique, économiquement parlant, pouvoir la protéger et pouvoir l'exploiter dans le but d'influer sur son environnement. Voilà. La deuxième définition, vous avez dit deux. D'accord. La deuxième définition, c'est la capacité que nous allons avoir à anticiper sur notre environnement, la capacité que nous allons avoir à protéger nos avoirs, notre information stratégique, et la capacité que nous allons à influencer notre environnement économique. Très souvent, Aziz Da Silva, l'intelligence économique est assimilée à l'espionnage économique ou industriel. À tort ou à raison, selon vous? Complètement à tort, mais les raisons sont historiques. Vous avez énormément de modèles d'intelligence économique aujourd'hui. Vous avez les anglo-saxons d'un côté et puis les francophones de l'autre. L'espionnage industriel et l'intelligence économique sont deux sciences et deux disciplines complètement différentes. L'une, donc l'intelligence économique, va reposer essentiellement sur un aspect légal de l'obtention de l'information, alors que l'espionnage industriel, éventuellement, c'est un aspect complètement illégal. Ensuite, vous avez aussi, malheureusement, une certaine confusion qui est la conséquence du fait que, dans le système anglo-saxon, l'intelligence économique a été essentiellement portée par le secteur privé, alors que chez les francophones, a été essentiellement portée par les anciens des renseignements généraux. Vous prenez le modèle français, par exemple, des GSE, des GSI, etc. Ce sont des gens qui viennent avec un bagage espionnage, contre-espionnage, donc naturellement, ils viennent avec leur pratique. Et donc, cette confusion a fait qu'aujourd'hui, donc, il est très aisé, souvent, de confondre les deux disciplines et éventuellement de penser que l'intelligence économique, donc, s'associe ou s'apparente à ce qu'on appelle l'espionnage économique, qui n'a absolument rien à voir. Vous avez évoqué les entreprises, vous avez aussi évoqué les renseignements. Finalement, à qui profite exactement l'intelligence économique? L'État, les entreprises, les particuliers, qui en tirent profit? Je dirais à tout le monde. Institutions, État, entreprises, quelle qu'en soit la taille, et même individus. D'accord? Au niveau des entreprises. Alors, comment identifier si oui ou non je peux bénéficier de l'intelligence économique? C'est simple. Si vous êtes dans un environnement, un écosystème où vous devez croître économiquement, où vous avez ce qu'on appelle de la concurrence, de la compétitivité, de la concurrence, vous avez besoin d'intelligence économique. C'est le cas d'un État, c'est le cas d'une entreprise, c'est le cas d'une institution. Un autre aspect, si vous avez besoin de manipuler de l'information stratégique et que vous avez besoin donc de l'identifier, de la protéger et de l'exploiter, vous avez besoin de l'intelligence économique. Alors, Aziz Da Silva, pourquoi l'intelligence économique est-elle encore très peu connue en Afrique? Qu'est-ce qui bloque? Pour plusieurs raisons. Déjà, il est très difficile aujourd'hui d'évaluer, de parler de l'intelligence économique en Afrique parce que nous n'avons pas beaucoup d'études comparatives. Pour plusieurs raisons. Il est très difficile de faire des statistiques aujourd'hui, d'obtenir des informations. Par contre, ce que nous savons aujourd'hui, c'est que nous avons deux écoles et deux vitesses. Vous avez essentiellement les anglo-saxons, donc portés par l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Éthiopie, qui ont, à des échelles différentes, des modèles et des dispositifs d'intelligence économique extrêmement poussés. Et ça se reflète sur la nature de leur économie. Ils arrivent à apporter une croissance quand même relativement stable et forte. Et puis vous avez le domaine francophone. Au niveau francophone, vous avez le Maroc essentiellement et le Sénégal, la Côte d'Ivoire qui commence à bouger depuis environ 5 ou 6 ans. Mais il n'y a pas vraiment une
une intelligence économique africaine pour le moment. Elle se construit. Les gens commencent à prendre conscience, mais nous sommes vraiment un État embryonnaire. Pour plusieurs raisons. Déjà, il faut comprendre la notion d'information stratégique. Exactement. Il faut comprendre déjà l'environnement dans lequel nous sommes, la notion de guerre économique, guerre informationnelle, compétitivité, etc. Nous n'évoluons pas dans ces contextes il y a quelques années. Tout était porté par le politique. Tout était, c'est-à-dire que on mesurait la puissance d'un État africain sur la taille de son armée, la taille de son système politique, la taille de son parti politique. Aujourd'hui, progressivement, qu'on le veuille ou non, on commence à aller vers d'autres paradigmes, c'est-à-dire que c'est l'économie qui décide aujourd'hui. On a besoin de créer des emplois, on a besoin de vendre nos matières premières, on a besoin de connaître notre environnement économique. Donc tous ces facteurs font que naturellement, progressivement, pas à pas, on commence à aller vers cette discipline. Vous avez évoqué les anglo-saxons et vous avez dit que cela se ressent sur leur économie. Est-ce à dire que l'intelligence économique peut booster le développement d'un pays? Définitivement, vous avez entièrement raison. Non seulement peut booster, mais va aussi permettre d'influencer son développement. Dès qu'on parle de croissance aujourd'hui, dès qu'on parle de croissance, de compétitivité, on a besoin d'avoir de l'information stratégique. On a besoin d'anticiper. On a besoin d'identifier les opportunités. On a besoin d'identifier les menaces. On a besoin de protéger cette information. On a besoin d'être en mesure d'influencer son environnement. C'est l'intelligence économique qui permet de le faire. Autrement dit, Aziz Da Silva, l'Afrique perd énormément en ne conquérant pas l'intelligence économique. Définitivement. Regardez, quand vous prenez le continent européen aujourd'hui, d'accord, 1 milliard de commerce extérieur pour le continent européen, c'est 14 000 emplois. Ça veut dire quoi? 2 milliards, ça va faire le double, ainsi de suite. Ça veut dire, regardez, mais pour aller conquérir des marchés à l'extérieur, nous avons besoin d'informations stratégiques. Nous avons besoin de connaître les autres environnements. On ne se rend pas compte, mais si le continent africain pouvait exporter à l'extérieur 1 milliard, c'est de l'emploi qu'on crée en échange sur le continent africain. Regardez les répercussions sur le plan économique. C'est ça ce que ça veut dire. Voilà. Alors, Aziz Da Silva, comment corriger le tir selon vous? Comment intégrer la notion d'intelligence économique dans les réflexes en Afrique? Je pense qu'il faut déjà identifier les domaines dans lesquels, que ce soit les États ou le secteur privé, donc les entreprises, ont besoin déjà de se focaliser pour pouvoir exploiter l'intelligence économique. Le premier domaine, ce sera ce que je vais définir comme étant l'intelligence, d'accord, de la connaissance stratégique. Il faut vraiment, c'est quoi l'information stratégique? Il faut qu'on soit capable de dire quelles sont nos informations stratégiques. Il faut les identifier et les organiser. Le deuxième domaine dans lequel État ou secteur privé auront besoin, c'est l'intelligence, on va dire, du risque et de la menace. C'est simplement la capacité que nous allons avoir à comprendre les conflits que nous avons autour de nous. Nous sommes en Afrique de l'Ouest, on parle de Boko Haram, c'est bien, mais on a tendance à traiter ce sujet essentiellement sur un plan purement militaire, attentats, etc. Mais il y a des conséquences sur le plan économique, il y a des conséquences sur le plan financier. Bien sûr, on a vu des villages entiers qui se sont vidés. Exactement. Donc il faut être capable de maîtriser ces mouvements-là, de les comprendre, donc tous ces phénomènes, donc de les analyser, de les comprendre et d'être en mesure de répondre d'un point de vue juridique, réglementaire, économique, financier, etc. Mais si on n'arrive pas à le faire, on va toujours subir. On est plus on va se retrouver dans une situation où on sera en permanence en train de réagir au lieu d'anticiper, au lieu de comprendre. Voilà. On serait passif au lieu d'être actif, tout simplement. Exactement. Est-ce que vous pensez que le continent africain dispose des cadres qu'il faut, des têtes pensantes qu'il faut pour faire ce travail-là? Oui, bien sûr. Encore une fois, ce n'est pas une question de formation de ressources humaines. Je pense que le jour où les États et les entreprises diront on a besoin de ça, on a besoin d'intelligence économique, etc. Vous pensez qu'il y a des personnes sur le continent qui sont capables de répondre à ce genre de préoccupations? Absolument. D'ailleurs, la majorité des cabinets ou des consultants que moi je connais travaillent on va dire 80-85% avec des entreprises étrangères multinationales qui, lorsqu'elles viennent en Afrique, ont besoin de cette discipline pour s'implanter. D'accord? Donc les cadres existent. Il n'y en a peut-être pas beaucoup, c'est vrai. Il y a encore un effort énorme à faire en termes de formation, en termes de sensibilisation, en termes de communication. Ça, c'est un fait. Il y a encore un problème aussi au niveau des normes, parce que c'est le cadre. Vous voyez, quand les médecins ont commencé à pratiquer leur discipline, on a créé ce qu'on appelle l'ordre des médecins.
il y a l'ordre des avocats. Je pense qu'à terme, il faudra y penser, et c'est le rôle du CAVI aujourd'hui. Alors Aziz Da Silva, de plus en plus justement sur le continent, on voit se développer les écoles de formation en intelligence économique, comme par exemple l'école internationale de détective et de stratégie qui s'est installée à Cotonou au Bénin. Pensez-vous que ce genre d'école a un avenir en Afrique aujourd'hui? Non seulement un avenir, mais je dirais que même en tant que si on considère que cette école est une entreprise, c'est un potentiel de croissance énorme. Une étude récente montrait qu'aux États-Unis, par exemple, en 2020, il y aurait un déficit de 20 000 analystes en intelligence économique. 20 000. Ça veut dire qu'en 2020, il y aura 20 000 emplois à pourvoir dans ce secteur-là. Or, ils pratiquent l'intelligence économique depuis plus de 50 ans. Nous sommes au stade embryonnaire. Donc, considérez qu'on va passer de 20 000 pratiquement à 60 000. On aura le besoin du triple. Mais aujourd'hui, qui va créer ces emplois ? Qui va former ces personnels? Donc il y aura forcément un déficit. Et ce n'est pas du tout les analystes européens, occidentaux, asiatiques qui vont venir comprendre et analyser le marché africain pour les entreprises. Ce sont les Africains eux-mêmes qui doivent le faire. Donc ces écoles, non seulement il faut qu'elles fleurissent, il faut qu'elles se structurent, il faut aussi qu'elles répondent à des normes de formation, qu'elles répondent à des normes en termes d'éthique. D'accord? Encore une fois, ne pas tomber dans le piège des renseignements généraux, de l'espionnage industriel, etc. Ça, c'est fondamental. Et au niveau des États, par exemple, vous pensez qu'il y a du répondant, qu'il y a une certaine écoute, une certaine sensibilité à l'intelligence économique? Absolument. Ce n'est peut-être pas comme moi, en tant que consultant, je le souhaiterais. Ce n'est peut-être pas ce qu'il faudrait. Mais très honnêtement, il faut avouer qu'il y a une prise de conscience. Elle est certes lente. Elle est contrôlée même, elle est même hésitante parfois, mais elle existe. Évidemment, on a deux vitesses. On ne peut pas parler du continent africain comme un seul bloc homogène, ce n'est pas vrai. Je vous le disais tout à l'heure, au niveau des pays anglo-saxons, ils ont une réelle avance. Et ça se ressent déjà dans la capacité de leurs économies à effectuer l'anticipation, à être compétitives, etc. Sur le plan francophone, j'ai 3 modèles aujourd'hui qui sortent du lot. Je vais ajouter un 4e qui est le Rwanda, qui pratique l'intelligence économique de manière quand même agressive, depuis environ 5 ans. Par rapport à la question que vous avez posée tout à l'heure, j'ai omis d'aborder un sujet. Il faudrait que les États africains créent vraiment des environnements qui vont favoriser cela. Il faut structurer le cadre réglementaire, juridique, qui permettra à cette discipline d'évoluer. On ne peut pas évoluer dans un endroit où, qui qu'on soit. Je prenais l'exemple des médecins. Il est arrivé un moment où on a créé l'ordre des médecins. Bien sûr. Voilà. Il faut organiser tout simplement. Il faut organiser, voilà. Sinon, demain, vous allez avoir des gens qui vont se réveiller, qui vont dire, voilà, moi je suis consultant en intelligence économique, mais sur quelle base, quel format je respecte, quelles normes je respecte, voilà. Et vous avez posé une question extrêmement intéressante. La frontière, la différence qu'il y a entre l'espionnage économique et l'intelligence économique. Qui l'a définie aujourd'hui? Alors pour conclure cet entretien, Aziz Da Silva, parce que nous sommes déjà à la fin. Ça allait très vite. Oui, c'est comme ça. Pour conclure? Pour conclure, je dirais que, alors, prenons le temps. Très rapidement. Prenons le temps d'identifier nos informations stratégiques, de comprendre la notion d'information stratégique, développons les capacités de la protéger et développons les capacités de l'exploiter à bon escient pour pouvoir développer nos économies et gagner en compétitivité. Merci beaucoup Aziz Da Silva. Je rappelle que vous êtes consultant senior en stratégie et innovation technologique, également consultant en sécurité économique et protection du patrimoine. Ce fut un plaisir de vous avoir reçu sur SICA TV. Vous revenez quand vous voulez, c'est chez vous. Le plaisir est partagé. Merci.